Mes parents m'ont mis dehors le jour de mon anniversaire, je n'ai rien dit. J'ai laissé parler les relevés bancaires. Mais cela n'a pas suffi, les couteaux dans le dos étaient plus aiguisés que les mots des huissiers. Et le poison versé dans mon verre de champagne par mon propre frère a scellé mon destin dans l'ombre d'un dîner familial fin. Quand je me suis réveillé en sursaut ce matin-là, le corps tremblant dans le lit étroit de mon ancien appartement à Montmartre. 10 ans exactement avant cette nuit fatale. J'ai su que le destin m'offrait une seconde chance et que cette fois, ce serait moi qui empoisonnerais les puits de leur hypocrisie. Paris. Cette ville des lumières éternelles m'avait toujours semblé un cocon impitoyable. Un labyrinthe de pavés humides où les rêves se noient dans la Seine comme des feuilles mortes en automne. J'avais 22 ans ce matin-là. Ou du moins, c'est ce que mon corps me hurlait, la peau tendue de la jeunesse. Les muscles encore souples. Sans les cicatrices invisibles que les années de trahison avaient gravées dans mon âme. Mon nom est Élise Moreau. Et si vous aviez croisé mon chemin dans une autre vie? Vous m'auriez vu comme une fille ordinaire, une étudiante en droit à la Sorbonne. Aux ambitions modestes. Rêvant d'une justice pure et intangible. Loin des magouilles familiales qui gangrènent les grandes dynasties bourgeoises. Mais cette vie-là était morte. Égorgée. Empoisonnée. Jetée aux oubliettes par ceux que j'aimais le plus. Je me redressai dans mon lit. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. La chambre était telle que dans mes souvenirs, les murs tapissés de livres jaunis empruntés à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Une fenêtre donnant sur les toits en zinc de Montmartre. Et ce poster délavé de monnaie accroché de travers. Vestige d'un voyage scolaire à Giverny. L'air sentait le café brûlé du voisin et la pluie fine qui s'infiltrait par les fissures. Mais ce n'était pas l'odeur qui me paralysait, c'était la date sur mon téléphone portable. Cet artefact préhistorique comparé au smartphone lisse de ma dernière existence, 15 octobre 2015. Mon anniversaire. Le jour où tout avait basculé. 10 ans plus tôt, où était-ce hier? Le temps s'était plié comme un origami cruel, me ramenant au point zéro de l'abîme. Les images de ma mort me revinrent en rafale, plus nettes qu'un film en 4K projeté sur l'écran de la Madeleine. La maison familiale à Neuilly-sur-Seine. Cette villa haussmannienne aux façades impeccables cachant des abysses de secrets. Mon frère aîné. Antoine. Avec son sourire carnassier de Golden Boy de la finance. Versant le poison dans mon verre sous les rires complices de nos parents. À ta santé, petite sœur. Avait-il susurré. Ses yeux verts et ses yeux que nous partagions. Malédiction génétique brillant d'une joie malveillante. Il m'avait accusé de vol. De trahison. De ruiner la réputation des Moreau avec mes idées folles de justice sociale. Les relevés bancaires que j'avais découverts. Ces flux occultes de fonds détournés de la fondation caritative paternelle vers des comptes offshore. Avaient été mon crime impardonnable. J'avais voulu les dénoncer. Naïf que j'étais. Pensant que la loi française, cette déesse aveugle, protégerait la vérité. Au lieu de cela, il m'avait effacé. Expulsé de la maison ce jour-là. Puis traîné dans un piège mortel une semaine plus tard. Je bondis hors du lit. Pieds nus sur le parquet froid. Et courus à la petite salle de bain. Le miroir me renvoya l'image d'une Élise intacte, cheveux châtains en bataille. Yeux noisettes encore innocents. Lèvres pincées par une peur que je refusais d'admettre. Mais intérieurement, j'étais une tempête. Pas cette fois. Murmurai-je à mon reflet. La voix rauque comme si le poison y avait laissé des traces. Je fouillai frénétiquement dans mon sac à main. Cherchant ces maudits relevés. Ils y étaient. Froissés dans une enveloppe jaunie, les preuves irréfutables des malversations d'Antoine. Ces virements fantômes vers des paradis fiscaux suisses. Déguisés en dons philanthropiques. Mon père. Le grand Henri Moreau.
banquier respecté et pilier du Conseil d'État, avait fermé les yeux. Ma mère, Claire, l'ancienne avocate reconvertie en mondaine oisive, avait fourni l'alibi moral. Et moi, j'étais la brebis galeuse. La fille qui osait questionner l'empire familial bâti sur des mensonges. Le téléphone sonna, me faisant sursauter. Numéro inconnu. Mais je savais. C'était le début de la fin ou, dans cette vie, le début de la vengeance. Je décrochai, feignant l'innocence. Allô? Élise Moreau. La voix de ma mère, suave comme un croquant au chocolat, s'infiltra, ma chérie. Joyeux anniversaire. Viens à la maison ce soir pour le dîner. Ton père a une surprise. Une surprise. Oui. Bien sûr. La dernière fois. C'était l'expulsion. Les valises jetées sur le trottoir sous les regards des voisins curieux. Et ses relevés brandis comme un étendard de leur hypocrisie. Je n'ai rien dit. Me rappelai-je. Les poings serrés. J'ai laissé parler les relevés bancaires. Mais cette fois, ils parleraient pour moi. Et en hurlant. Je m'habillai rapidement, un tailleur pantalon noir. Sobre. Acheté d'occasion dans une friperie du Marais et l'Unicité de Paris. Où le vintage renaît en mode statement. Pas de maquillage ostentatoire, je voulais qu'il voie la Élise qu'il croyait brisée. Mais qui était déjà forgée dans le feu de la mort. En descendant les escaliers étroits de l'immeuble, je croisai Madame Duval, la concierge, qui marmonna un bon anniversaire. Mademoiselle avec son accent provençal chantant. Elle ignorait que ce jour marquerait la fin de l'innocence pour tout un lignage. Dehors, la pluie avait cessé, laissant un voile de brume sur les rues escarpées. Montmartre pulsait de vie, touristes mitraillant le Sacré-Cœur. Artistes de rue jouant du violon pour des pièces. Et cette odeur omniprésente de pain frais des boulangeries. Je marchais vite vers le métro en vert. Le cerveau en ébullition. Mon plan se dessinait déjà. Net comme un scalpel. Première étape, ne pas confronter directement. La dernière fois. Ma colère impulsive avait tout précipité. Antoine, avec sa matoiserie de requin de la bourse, avait anticipé. Fabriqué des preuves contre moi, des faux emails. Des témoins achetés. Non. Cette fois. Je serais le fantôme dans la machine. J'allais infiltrer. Documenter. Et frapper au cœur. La Fondation Moreau. Ce paravent pour leur fraude. Serait mon cheval de Troie. J'avais 10 ans d'avance sur leur manigance, je connaissais chaque compte. Chaque complice. Et pour les décisions qui causeraient des remous, elles viendraient. Sombres et controversées. Car la vengeance pure n'existe pas en France sans tacher l'âme de souillure morale. Dans le métro, bondé comme toujours à l'heure de pointe, je m'appuyais contre une vitre froide, observant les visages anonymes. Un couple se disputait à voix basse sur un billet de concert raté, un SDF somnolait. Son carton EG fin froissé à ses pieds. Paris. Ville d'amour et de désillusion. Où les secrets se murmurent dans les brasseries enfumées du quartier latin. Je repensais à mon fiancé de l'époque. Lucas, non. Pas encore fiancé dans cette vie. Il était déjà dans l'ombre. Un journaliste ambitieux que j'avais rencontré à un séminaire sur la transparence financière. Il m'avait trahi aussi. Divulguant mes doutes à Antoine pour un scoop bidon. Sa mort? Feinte en accident de voiture orchestré par mon frère. Avait été le clou dans mon cercueil. Le poison n'était que la cerise sur le gâteau empoisonné.
À la station Concorde. Je descendis. L'air chargé d'histoire me ramenant à la guillotine invisible des Moreau. J'avais un rendez-vous à la Bibliothèque nationale de France. Non pas pour étudier, mais pour fouiller les archives numériques des sociétés écrans liées à la famille. Mon ordinateur portable. Un reliquat des années 2010. Bourdonnait faiblement quand je l'ouvris dans un coin discret. Les mots de passe, je les connaissais par cœur. Gravés dans la mémoire de ma mort. Entrée autorisée. Clignota l'écran. Les flux financiers défilèrent, des millions d'euros siphonnés. Des fondations bidons pour des œuvres d'art volées. Des pots de vin à des politiques de l'Élysée. La nausée monta. Mais je la repoussai. C'était mon arme. Le soir tombait quand je quittais la BNF. Les lumières de la Seine scintillant comme des promesses mensongères. La villa de Neuilly m'attendait. Avec son portail en fer forgé et ses rosiers taillés à la perfection. Je sonnai. Et la porte s'ouvrit sur ma mère. Radieuse dans sa robe Chanel vintage. Perle au cou. Élise. Ma puce. Entre. Ton père est impatient. Son baiser sur ma joue était froid. Calculé. Antoine était là. Dans le salon aux lambris de chêne. Un verre de Bordeaux à la main. Son costume sur mesure épousant son corps athlétique. Joyeux anniversaire, Frangine. Tu as l'air différente. Ses yeux me scrutèrent, comme s'il flairait déjà le loup. Je souris. Un sourire de prédatrice. Juste fatigué. Grand frère. La fac. Tu sais. Le dîner commença, foie gras. Magret de canard. Et ce champagne millésimé qui, dans l'autre vie, avait porté mon arrêt de mort. Nous parlâmes de tout et de rien, de la météo capricieuse. Des élections à venir. De mon avenir incertain. Mon père. Avec sa barbe grisonnante et son air de patriarche bienveillant. Me posa la question fatidique, et tes études? Élise? As-tu pensé à rejoindre la banque? C'était le piège. L'appât pour me lier à leur chaîne. La dernière fois. J'avais hésité. Et cela m'avait coûté la vie. Cette fois. Je répondis d'une voix douce, peut-être. Papa. Mais d'abord. J'ai une surprise pour vous. Je sortis l'enveloppe des relevés. La posai sur la table comme une grenade dégoupillée. Leurs visages se figèrent. Qu'est-ce que c'est? Demanda Antoine. La voix tendue. Juste des chiffres. Frère. Des chiffres qui parlent. La salle à manger de la Villa Moreau était un sanctuaire de faux-semblants. Éclairé par un lustre en cristal de baccarat qui diffusait une lumière froide sur les argenteries et les couverts en vermeil. L'air était lourd du parfum des chandelles à la cire d'abeille et du vin rouge qui tourbillonnait dans les verres ballons. Mes parents. Assis en bout de table comme des monarques en exil. Échangèrent un regard fugace, ce genre de regard que seuls les coupables maîtrisent. Un mélange de panique contenue et d'arrogance innée. Antoine. À ma droite. Posa sa fourchette avec une lenteur théâtrale. Ses jointures blanchies trahissant la tempête sous son calme olympien. J'avais lancé la première pierre. Et maintenant. Le lac gelé de leurs secrets se craquelait. Des chiffres qui parlent, répéta mon père. Henri. En ajustant ses lunettes à monture d'écaille. Feignant l'amusement. À 65 ans. Il incarnait le français classique, costume 3 pièces Savile-Row. Accent roulant sur les lèvres comme un vin de Bordeaux millésimé. Mais je connaissais la bête derrière le vernis et l'homme qui avait bâti sa fortune sur le dos de veufs spoliés et de petits entrepreneurs ruinés par des fusions hostiles. Explique-toi.
Élise. Ce n'est pas le moment pour tes énigmes estudiantines. Sa voix portait l'autorité d'un homme habitué à commander des salles de conseil. Pas des dîners familiaux. Je dépliai l'enveloppe avec des doigts qui ne tremblaient pas, 10 ans de rage m'avaient forgé en acier trempé. Les relevés s'étalèrent sur la nappe damassée, colonne de chiffres noirs sur fond blanc. Des débits suspects vers Fondation Moreau pour l'art contemporain. Qui n'était qu'un voile pour des transferts vers Lugano et les îles Caïmans. Ceci. Papa. C'est le don de 500 000 € à la Fondation en mars dernier. Mais trace-le, il atterrit sur le compte de M. Duval? Ton associé discret. Et voilà le retour, un yacht amarré à Monaco. Enregistré au nom d'une société écran. Je pointai du doigt. Ma voix calme comme la Seine en été. Mais tranchante comme un guillotin. Ma mère, Claire, porta une main à sa poitrine. Ses bagues en diamant scintillant comme des larmes gelées. Élise. Où as-tu trouvé cela? C'est absurde. Ton père est un homme intègre. Son ton était celui d'une diva blessée. Mais je voyais le calcul dans ses yeux bleus pâles, l'avocate qu'elle avait été. Maîtresse plaidoirie truquée. Émergeait. À 58 ans. Elle était la reine des salons parisiens. Organisatrice de galas pour les mâles lotibles tout en s'appropriant leurs dons. Dans ma vie précédente. Elle avait été la première à signer les papiers d'expulsion. Arguant que l'honneur familial prime sur les caprices d'une fille ingrate. Antoine se racla la gorge. Son sourire carnassier réapparaissant comme un masque bien rodé. Frangine. Tu as trop lu de romans de Zola. Ces épreuves sont des coïncidences. Laisse-moi t'expliquer autour d'un café. Il fit un geste vers le majordome. Philippe? Qui planait en ombre discrète près de la porte. Mais je l'arrêtai d'un regard. Non. Antoine. Pas de café. Pas d'explication. Juste la vérité, vous m'avez volé ma voix la dernière fois. Aujourd'hui. J'entends qu'elle porte. Le silence s'étira. Épais comme la brume sur la Marne. Puis. Mon père éclata d'un rire forcé. Ce rire qu'il réservait au cocktail de l'ambassade de France à Bruxelles. Ma fille. Tu as l'imagination fertile d'une scénariste de Canal+. Si tu crois que ces paplards vont ébranler quoi que ce soit. Il balaya l'air d'un geste dédaigneux. Mais ses yeux trahissaient la peur d'un empire fissuré. Je connaissais la suite par cœur, dans l'autre vie. Il m'avait isolé. Accusé de paranoïa. Et Lucas? Mon allié supposé. Avait vendu l'histoire à un tabloïd pour 50 000 €. Me dépeignant comme une hystérique. Résultat? Mon corps flottant dans la Seine. Autopsie concluant à un suicide après une crise dépressive. Et si je les publiais, dis-je doucement. Rangeant les documents avec une précision chirurgicale. Le Monde? Le Figaro. Même Mediapart adore les scandales familiaux. Imaginez les gros titres, la dynastie Moreau. Pillard en costume point. C'était une décision controversée. Déjà menacer sa propre famille de ruine publique. En France? Où l'honneur est un culte et la vie privée un rempart sacré. C'était borderline blasphématoire. Mais la loi. Cette maîtresse capricieuse. Protège les lanceurs d'alerte. Tant qu'ils ne sont pas déjà morts. Antoine se leva. Renversant presque sa chaise. Tu bluffes. Élise. Tu n'oserais pas détruire tout ça pour. Pourquoi? Une vengeance mesquine? Ces mots me frappèrent comme un écho de ma mort, vengeance mesquine. C'est ainsi qu'il avait justifié le poison devant le notaire fantôme qu'ils avaient engagé pour effacer mes traces. Je me levai à mon tour,
plus petite que lui de 20 centimètres. Mais dominant par la certitude. Pas mesquine. Frère. Juste. Et cette fois. Je sais tout, le faux testament de grand-père. Les deux sous table avec le ministre de la Culture pour cette expo truquée au Louvre. Et ton petit arrangement avec les Russes pour blanchir via des galeries d'art. 10 ans d'avance. Antoine. 10 ans. Le choc fut palpable. Ma mère étouffa un sanglot théâtral. Mon père blêmit sous son hâle artificiel de club de voile. Antoine. Lui. Plissa les yeux. Flairant quelque chose d'anormal. 10 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Je souris intérieurement. Le twist de ma résurrection était mon atout maître. Mais je ne le révélerai pas encore. Juste une façon de parler. Bonne nuit. Famille. Je quittai la table, laissant les relever comme une bombe à retardement. Dehors. La nuit parisienne m'enveloppa. Fraîche et revigorante. Je marchais vers la station RER. Le cerveau tournoyant. Prochaine étape, contacter Lucas. Mais sous contrôle. Dans cette vie, je le manipulerai. Le retourner contre eux avant qu'ils ne me trahissent. Et pour les décisions sombres à venir. Eh bien, la vengeance exige des sacrifices. Tu es un innocent? Pas encore. Mais ruiner des vies? Absolument. À Belleville, je hélai un taxi, le luxe rare pour l'étudiante fauchée que j'étais censé être, et rentrai à Montmartre. Mon appartement minuscule m'attendait. Avec son lit défait et ses rêves renaissants. Le lendemain, l'offensive commença. Un email anonyme à mon prof de droit fiscal. Un vieil idéaliste nommé professeur Laurent. Avec extrait des relevés. Élise Moreau. C'est vous, me demanda-t-il au téléphone. Voix excitée. Cela pourrait être une thèse explosive. Oui. Professeur. Et le début d'une guerre. Antoine m'appela dans l'après-midi. Ton conciliant, revient dîner. On parle. Piège évident. Je refusai poliment. Mais envoyai un scan partiel à un contact chez France Inter. Les fissures s'élargissaient. Bientôt. Les premiers remous, un appel de mon père. Furieux. Que as-tu fait? Élise? Le Figaro a des rumeurs. Rumeurs? Bientôt. Vérité. Mais au milieu de cela, un doute me rongeait, et si ma résurrection n'était pas un don? Mais une malédiction? Les nuits étaient hantées par des flashs de ma mort. Le goût du poison sur ma langue. Pourtant, je persistais. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés existentiels. Était le théâtre parfait pour cette tragédie grecque à la sauce française pleine de jalousie mesquine et de chutes aristocratiques. Une semaine passa en escarmouche, meeting secret avec des journalistes freelance au Procope. Le plus vieux café de Paris. Où Voltaire lui-même aurait applaudi ma perfidie. Lucas entra en scène lors d'une conf à Sciences Po, grand. Charismatique. Avec son accent du Sud et ses idées progressistes. Élise Moreau. J'ai lu ton article sur la transparence bancaire. Impressionnant. Impressionnant. Oui. Mais cette fois, c'est moi qui l'impressionnerai ou le briserai si besoin. Notre premier café aux fleurs fut électrique, je lâchai des miettes sur les fraudes. Guettant sa réaction. Il mordit à l'hameçon. Yeux brillants d'ambition. C'est énorme. On pourrait coécrire un papier. Parfait. Dans l'autre vie, cela m'avait tué. Ici,
Cela les enterrerait. Mais Antoine contre-attaqua. Un soir, en rentrant, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte, photo de moi avec Lucas. Annoté traîtresse. Menace claire. La tension montait. Palpable comme l'humidité d'un métro bondé. Et moi. Au centre, une Élise hybride et innocente en apparence. Démon en gestation. Les jours suivants furent un ballet macabre de suspicion et de coups bas. Où Paris jouait le rôle de confident impitoyable. La ville, avec ses avenues larges comme des artères ouvertes et ses ruelles étroites comme des veines cachées, semblait conspirer avec moi. Les pigeons de la place Vendôme picoraient des miettes de vérité. Et les klaxons des taxis sur les Champs-Élysées hurlaient les non-dits familiaux. J'avais allumé la mèche. Et maintenant, le feu léchait les fondations des moraux. Mediapart publia le premier article anonyme. Bien sûr. Mais les initiales EM en bas de page étaient un clin d'œil pour les initiés. Soupçon de détournement dans une fondation philanthropique, les moraux dans la tourmente. Les commentaires en ligne bouillonnaient, encore un scandale de riches. Vive la transparence. Mon père appela. Voix brisée pour la première fois, Élise. Reviens. Nous pouvons arranger cela en famille. Arranger? Comme ils avaient arrangé ma mort? Je raccrochais. Le cœur durci. Antoine, plus rusé, opta pour l'intimidation subtile. Il m'invita à un déjeuner fraternel au Fouquet's. Ce bastion des puissants sur les champs? J'y allais. Paré d'un chemisier blanc immaculé, le symbole ironique de pureté. Il était déjà là. Attablé face à la terrasse ensoleillée. Commandant des huîtres comme si le monde n'était pas en train de s'effondrer. Tu joues un jeu dangereux. Frangine? Dit-il en croquant une chair nacrée. Jus salé coulant sur son menton. Ses yeux, miroir du mien, me fixaient avec une intensité qui me rappela la nuit du poison, le même éclat calculateur. La même soif de domination. Pas un jeu. Antoine. Une correction. Je sirotais mon Perrier. Observant les people défilant une actrice de la comédie française. Un ministre en goguette. Ici, à 2 pas de l'Élysée. Les secrets se monnayaient plus cher qu'un sac Birkin. Il rit. Bas et rauque. Tu crois savoir? Ses relevés sont des broutilles. Père a des amis haut placés. Un mot au procureur. Et c'est toi qui finis en tôle pour diffamation. Menace classique. Mais je connaissais la suite, dans l'autre vie. Ils avaient corrompu un juge. Falsifié des preuves numériques. Essai. Répondis-je. Mais cette fois, j'ai des backups. Chez un notaire indépendant. Et des copies sur Tor. Son sourire vacilla. Tor? Un détail de ma vie future. Un anachronisme qui le déstabilisa. Le déjeuner dégénéra en joute verbale, il accusa. Je parais, il offrit un règlement amiable d'un poste bidon à la banque familiale, je refusai. Brandissant mentalement les preuves de son implication dans la mort de Lucas. Et si je parlais de l'accident de 2025, lâchez-je. Testant les os. Il pâlit. Fourchette suspendue. Quel accident? Bluff réussi. Il ignorait encore que je savais pour la voiture sabotée. Les freins sectionnés sur l'autoroute A6. Rien. Oubli. Mais la graine était plantée. En quittant le restaurant, je sentis son regard dans mon dos. Comme une lame effleurant la nuque. Lucas devint mon allié précaire. Nos rencontres se multiplièrent, dîner tardif aux petits zincs. Où les moules frites accompagnaient nos complots.
Ou promenade nocturne le long du canal Saint-Martin. Où les péniches éclairées murmuraient des confidences. Il était charmant. Avec son rire contagieux et ses théories sur la démocratie 2.0. Mais je voyais les fissures, l'ambition qui le rongeait. Le besoin de scoop pour grimper au journal du dimanche. Élise. Ce papier sur les moraux pourrait nous faire exploser. Dit-il un soir. Main sur la mienne. Trop possessive. Dans l'autre vie, ce geste avait mené à la trahison. Ici, je le laissais faire, tissant ma toile. Seulement si on protège les sources. Répondis-je. Glissant une clé USB avec des fichiers chiffrés. Il l'empocha. Yeux brillants. Parfait. Bientôt. Il mordrait la main qu'il avait nourrie. Mais les décisions controversées pointaient leur nez. La première fut d'utiliser un contact sombre, Raoul. Un hacker du 18e arrondissement. Ancien condisciple que j'avais croisé dans une manif contre la loi travail. Dans ma vie précédente. Il avait fini en prison pour cyberfraude, ici. Je le recrutais via un message codé sur un forum du dark web parisien. Rendez-vous dans un bar à absinthe de Pigalle. Où l'odeur de vis collait au mur comme la nicotine. Qu'est-ce que tu veux? Élise? T'as changé. Grognatait-il. Tatouage serpentant sur ses avant-bras. Accès au mail d'Antoine. Et efface mes traces. C'était illégal. Borderline en France. La CNIL veille. Mais Raoul riait des régulateurs. Pour 5000 €. Et un pourboire en scoop. Deal scellé d'une poignée de main moite. Était-ce moral? Non. Nécessaire? Absolument. La vengeance n'est pas un salon de thé, c'est un égout à ciel ouvert. Les fruits vinrent vite, maille compromettant. Où Antoine complotait avec un oligarque russe pour un prêt toxique via la banque. Je l'ai forwarding à Lucas. Qui exulta, c'est de l'or. Mais la paranoïa s'installa. Des ombres me suivaient dans le métro. Où était-ce mon imagination? Une nuit. Retour d'une veillée au Champ de Mars. Je trouvai ma porte forcée. Rien de volé. Mais un message gravé sur le mur, arrête ou meurs. Signature, un ave stylisé. Antoine. La tension culmina lors d'une confrontation familiale forcée. Ma mère m'attira à l'Opéra Garnier pour un ballet réconciliateur. La Bayadère? Ironie cruelle de destin brisé. Dans la loge privée. Ornée de velours rouge. Elle pleura, pense à nous. Élise. Ton père a un cœur fragile. Fragile? Le même qui avait validé mon meurtre. Maman? Le cœur fragile. C'est le mien. Empoisonné par vos mensonges. Elle blêmit. Comprenant que je savais pour le cyanure. Dehors. Sous les arcades de la rue Scribe. Antoine m'attendait. Flanqué de 2 gorilles en costard, vigile discret d'une société de sécurité privée. Monte en voiture. Élise. On va régler ça. Refus. Je sortis mon téléphone. Enclenchant l'enregistrement. Réglé comme la dernière fois? Avec du poison. Il hésita. Micro invisible capturant son juron. Preuve supplémentaire. La fuite vers Montmartre fut chaotique, métro de nuit. Paranoïa aiguë. Chaque reflet dans la vitre un fantôme accusateur. Chez moi. Je barricadai la porte. Avalai un somnifère pour noyer les cauchemars. Mais le sommeil apporta des visions, ma mort revisitée. Avec moi comme spectatrice. Riant du poison. Le climax approchait. Lucas proposa un mythe avec un éditeur à l'intervalle.
Café branché de Belleville. Là, au milieu des hipsters et des graffitis. Il trahit ou presque. Élise. Antoine m'a contacté. Offre généreuse pour enterrer l'histoire. Le couteau dans le dos. Version soft. Je feignis la surprise. Puis sortit l'atout, un enregistrement de son appel complice. Daté d'une semaine. Traître. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment? Je sais tout. Lucas. Choisis, eux ou moi. Il choisit la survie. Jurant allégeance. Décision controversée, le manipuler comme un pion. Au risque de le briser. Mais la guerre exige des alliances sales. Bientôt. Le scandale explosa, édition spéciale de France Info. Perquisition au siège de la Banque Moreau. Mon père arrêté pour question. Antoine en cavale vers Genève. Ma mère? Effondrée. M'appela en larmes, monstre. Monstre? Peut-être. Mais vivante. Le scandale des Moreau déferla sur Paris comme une crue de la Seine en janvier, subite. Inexorable? Noyant les élégants boulevards sous un déluge de flashs et de micros tendus. Les unes du Parisien hurlaient et dynastie en déroute, fraude et trahison au cœur de Neuilly. Tandis que BFM tournait en boucle les images de la villa cernée par les fourgons de la PJ financière. Mon père. Menotté devant les caméras barbe hirsute. Regard d'aigle brisé. Fut emmené au palais de justice. Où les juges aux robes empesées dissécraient son empire comme un cadavre sur la table de la morgue. Ma mère? Reléguée au rôle de veuve éplorée. Multipliait les apparitions larmoyantes sur les plateaux télé. Invoquant l'innocence familiale avec l'accent pincé d'une aristocrate déchue. Et Antoine? Envolé. Un fantôme digital filant vers les Alpes suisses. Ses comptes gelés son réseau intact. J'observais cela depuis mon nouveau refuge, un studio anonyme à Bastille. Loué cash via un prête-nom pour éviter les traqueurs. Montmartre était trop exposé, les souvenirs y étaient trop vifs. Imprégné du sel de ma première mort. Ici, au cœur du 11e. Quartier rebelle aux murs tagués de slogans anarchistes. Je me fondais dans la masse Élise la justicière. Non plus l'étudiante fragile. Les nuits étaient courtes. Hantées par des sirènes de police et des rêves où le poison coulait à flot. Mais le jour, j'orchestrais. Téléphone jetable pour Lucas. Qui signait maintenant des papiers pour Libération, la vengeance d'une sœur trahie. Ironie, il croyait narrer mon histoire, en réalité. Je dictais la sienne. La tension culmina lors de l'audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. Ce mastodonte de béton sur l'île de la Cité qui respire la solennité républicaine. J'y allais incognito. Voilé d'une écharpe et d'un chapeau cloche vintage. Mêlé aux journalistes et aux badauds. L'air sentait le vieux papier et l'indifférence bureaucratique. Mon père. Flanqué d'avocats en jaquette. Plaida la cabale familiale, ma fille. Élise Moreau. Est une mythomane cherchant à se venger d'un héritage contesté. Mythomane? Le mot me piqua. Écho de la diffamation posthume dans ma vie précédente. Mais j'avais anticipé, Raoul. Mon hacker ombre. Avait fuité des audios incriminant la veille voix d'Antoine ordonnant à neutraliser la. Discrètement. Le juge. Une femme austère nommée Madame Duval. Fronça les sourcils, M. Moreau. Ces enregistrements seront expertisés. Dehors. Après l'audience. La meute médiatique grouilla. Un reporter de quotidien me frôla, mademoiselle. Êtes-vous Élise Moreau? Je filai. Cœur battant. Vers un bistrot adjacent où Claire m'attendait, appel désespéré la nuit précédente, viens.
Ma chérie. Parlons femme à femme. Elle était là. Défaite dans un tailleur gris. Sans maquillage. Les rides creusées comme des tranchées de la Somme. Élise. Pourquoi? Nous t'aimions. Aimer? La blague. Aimer comme un bouc émissaire. Maman. Pour porter vos péchés. Elle pleura. Vraie larme cette fois. Confessant des bribes, ton frère. Il a toujours été le préféré. Le garçon. Mais toi. Tu voyais trop clair. Confession partielle, je pressais, et le poison? L'expulsion? Elle se figea. Je ne sais rien de cela. C'était Antoine. Seul. Mensonge pieux. Mais utile. J'enregistrais. Bien sûr. Décision controversée, extorquer une mère brisée. Mais la justice française est impitoyable avec les complices, cela la sauverait peut-être d'une inculpation plus lourde. Antoine refit surface via un appel masqué. Voix déformée par un logiciel, tu crois gagner. Salope? J'ai des amis à Interpol. Menace globale? Mais je ripostais, et moi? J'ai aimé avec Poutine Junior. Extradition en vue. Silence éloquent. Le vrai climax se joua 2 nuits plus tard. Dans un entrepôt désaffecté près de la Villette, lieu de rendez-vous imposé par Raoul. Qui avait tracé un virement suspect. C'est un piège. Élise. Mais va, j'ai tes arrières cyber. Armé d'un spray au poivre et d'un enregistreur. J'y allais. L'adrénaline pulsant comme un tango argentin. L'entrepôt puait la rouille et l'oubli industriel. Éclairé par des néons vacillants. Antoine émergea des ombres. Seul mais menaçant. Revolver luisant à la ceinture illégale. Mais pour lui, les lois étaient des suggestions. Finissons en. Élise. Tu ruines tout pourquoi? Papa? Son ton était presque suppliant. Mais ses yeux brûlaient de haine fraternelle. Je reculai. Dos au mur graffité. Pour la vérité. Frère. Et pour Lucas? Que tu as écrasé comme une mouche. Il rit. Amer. Lucas? Un rat ambitieux. Comme toi. Il avança. Arme sortie. Moment de vérité, fuir ou confronter? Je choisis le chaos. Attends. J'ai une offre, l'épreuve contre ton immunité. On partage l'empire. Bluff suprême. Inspiré des négociations mafieuses que j'avais étudiées en prison. Non. En fac. Dans l'autre vie. Il hésita. Canon baissé. Partagé? Avec toi. Puis. Le twist, son téléphone sonna. Voix familière la mienne? Non. Antoine. C'est Élise. Non. L'autre? Hallucination? Non, il avait une complice. Une Élise bis. Une cousine obscure payée pour des jobs sales. Révélation choc, la trahison était plus profonde. Un réseau familial tentaculaire. Tu n'étais pas seul visé. Crachat et il. Père voulait te marier à un allié corrompu, tu as refusé. Le revolver remonta. Je sprayais. Aveuglant momentanément. Lutte féroce, on roula au sol. Poussière et cris. Paris indifférente dehors. Je le plaquai. Genou sur sa gorge. Finissons en. Mais non aux sirènes hurlantes. Raoul avait alerté les flics via un faux cambriolage. Antoine arrêtait. Menottes cliquetant comme un point final.
Lucas? Apprenant tout. Kraka, tu es une machine. Élise. Peut-être. La presse me traqua enfin, interview au Monde, je suis la survivante. Survivante de la mort? Oui. Mais le coup montait, solitude. Paranoïa. Et cette décision ultime en suspens dénonçait ma mère. Où la laisser sombrer doucement? Les cendres de l'Empire Moreau retombèrent sur Paris comme une neige souillée, couvrant les Tuileries d'un voile gris de déshonneur. Le procès. Spectacle national retransmis sur CNews et France 2. Dura des mois un feuilleton judiciaire où les avocats s'égosillaient comme des coqs de Bresse dans une arène. Mon père. Henri. Écopa de 10 ans pour blanchiment et abus de biens sociaux. Son costume impeccable troqué contre une tenue de prévenu anonyme. Emmené à Fresnes. Il m'écrivit une lettre larmoyante, « Pardonne-moi. Élise. » J'ai cru protéger la famille. Protéger? En me sacrifiant sur l'autel de leur vice? Je la brûlais dans un brasero du jardin des plantes, observant les flammes dévorer les mots comme elles avaient failli me consumer. Ma mère? Claire? S'en sortit mieux, peine suspendue pour complicité passive. Grâce à ma générosité, j'avais omis ses confessions enregistrées. Une décision controversée qui me rongeait. Était-ce pitié filiale? Ou calcul? Elle vendit la villa. S'exila dans un appartement haussmannien du 7e. Vivant de rente modeste et de regrets publics. Ma fille m'a sauvé. Malgré tout. Confia-t-elle à Paris Match. Photo sépia d'une femme brisée. Moi? J'étais l'héroïne ambiguë. Invitée au dîner en ville où les convives chuchotaient, la vengeresse des Moreau. Audacieuse. Non. Audacieuse. Oui, damnée. Peut-être. Antoine. Le vrai serpent. Fut extradé de Suisse après une chasse à l'homme digne d'un polar de Fred Vargas. Son procès fut le clou, preuves accablantes. Dont l'enregistrement de notre bagarre à la Villette. Tentative de meurtre sur sa sœur. Tonna le procureur. Voix retentissant dans la salle comble du palais. Il écopa de 20 ans. Regard haineux rivé sur moi depuis le banc des accusés. Tu paieras. Élise. Murmura-t-il lors d'une pause. Escorté par les gendarmes. Payer? J'avais déjà payé de ma vie. Dans l'autre existence. Son triomphe avait été complet, ici. C'était sa chute. Et la mienne? Une résurrection âpre. Lucas? Le twist final vint de lui. Après le verdict? Lors d'une soirée d'après-procès au caveau de la Huchette, jazz enfumé et verre de cognac. Il me demanda en mariage. Bague à la main. Sous les applaudissements des amis improvisés. Tu es ma muse. Élise. Ensemble. On changera le monde. Muse? Non. Pion recyclé. Je refusai. Doucement, Lucas. Tu as vendu mon secret une fois. Ne tente pas le diable. Il n'y a. Mais ses yeux trahirent un email fuité à un tabloïd. Pour un dernier scoop. Je l'avais vu venir. Raoul alertant. Au lieu de rage. Je ressentis une libération froide. Va. Et sois meilleur. Il partit. Brisé. Vers un poste obscur à Lyon. Décision impitoyable, rejeter l'amour pour la solitude vigilante. Controversé. Car en France, l'amour est sacré. Presque un devoir national. Mais la mienne était empoisonnée à la source. Seul dans mon studio de Bastille. Je contemplais la scène depuis le pont des Arts, cadenas d'amour arraché depuis. Symbole brisé comme mon passé.
La ville avait changé, la fondation Moreau dissoute. Réaffectée à de vraies causes, des lois anti-blanchiment renforcées grâce à mon témoignage au Sénat. J'étais Élise Moreau 2.0, avocate spécialisée en lanceur d'alerte. Conférencière à l'ENA. Voix des oubliés dans les colonnes du Monde diplomatique. Succès apparent. Mais les nuits? Hantées par des flashs, le couteau? Le poison. Le rire d'Antoine. Était-ce une fin heureuse? Ou une bique ACH masquée? Le destin. Ce farceur gaulois. Réserver un dernier coup, un appel anonyme. Voix synthétique, Élise. Tu crois avoir gagné? Regarde les ombres. Une menace? Ou paranoïa résiduelle? Le climax personnel survint un automne pluvieux. 10 ans jour pour jour après ma résurrection. Je retournai à la villa vendue. Maintenant un centre culturel pour jeunes défavorisés, ironie poétique. Là, face au jardin où il m'avait expulsé, je brûlais les derniers relevés. Cendres emportées par le vent. Ma mère apparut. Ombre spectrale, Élise. Merci de m'avoir épargné. Étreinte maladroite. Première depuis des lustres. Pas pour toi. Maman. Pour moi. Pardon partiel. Mais suffisant pour clore le cercle. Paris. Éternel. M'enveloppa de ses lumières, tour Eiffel scintillant. Bistrot bruissant de rire. J'avais vengé ma mort. Exposé les ténèbres. Mais au prix d'une âme scarifiée. Fin heureuse? Pour la société. Oui, justice rendue. Empire démoli. Pour moi. Une paix fragile. Une renaissance qui puait encore le soufre. Marchant vers le métro. Je murmurai à l'ombre de moi-même, et si c'était à refaire? Le vent répondit par un silence complice. La trahison renaît toujours, mais cette fois. J'étais prête. Épilogue, des années plus tard. Une nièce orpheline, fille illégitime d'Antoine, frappa à ma porte. Tante Élise. Raconte-moi l'histoire vraie. Je souris. Ouvrant un tiroir de souvenirs. Assieds-toi. Petite. Tout a commencé un anniversaire pluvieux.